La première insulte la frappa comme une rafale plus froide que la brume. « Alors, princesse, t'as cassé un ongle pendant l'entraînement ?» Le rire gras des 5 Marines se mêla au grondement sourd de la base de Norfolk. Maya Reynolds ne bougea pas. Pas un millimètre. Elle resta plantée au centre du cercle qu'ils refermaient autour d'elle, comme si leurs épaules massives n'étaient que des ombres sans importance. La brume matinale glissait entre eux, révélant puis avalant leurs silhouettes, mais rien ne masquait l'odeur métallique de l'hostilité. Beckett, leur chef de meute, fit un pas en avant. 1,90 m de muscles, de mépris et d'arrogance saturés de testostérone. Il souriait déjà, persuadé de savoir exactement à qui il avait affaire. Une femme, un lieutenant de papier, une intruse dans un territoire réservé, il n'avait aucune idée de ce qu'il réveillait. « Tu tiens debout au moins ?» demanda-t-il d'un ton de fausse sollicitude. « On peut t'amener un tabouret rose si tu veux. » Les autres éclatèrent à roulecs de rire. Mais leurs rires, Maya les connaissait. Elle les avait entendus en Afghanistan, en Irak, dans les couloirs d'académie où les femmes étaient tolérées mais jamais attendues. C'étaient des rires nerveux, des rires de mecs qui ont besoin d'être 5 pour se sentir forts. Elle respira lentement, toujours par le nez, toujours en contrôlant les battements de son cœur. On lui avait appris que la maîtrise commence par la respiration. Son père le répétait à l'aube, entre 2 séries de pompes. Celui qui respire mieux tire mieux. Celui qui tire mieux survit. « Rien à signaler, Master Sergeant, » dit-elle d'un ton calme. « L'exercice commence dans 10 minutes. » Un silence bref, surprenant, tomba. Il ne s'attendait pas à cette voix-là, neutre, exacte, pas une fissure, pas une vibration. Beckett s'en irrita aussitôt. « Ah oui, tu crois encore diriger quelque chose ici ?» demanda-t-il en se rapprochant assez pour que son souffle chaud frôle sa joue. « Ici, c'est le vrai monde. Pas les brochures de recrutement pour diversifier l'armée. » Le mot « diversifier » claqua comme un coup de fouet. C'était toujours ainsi que ça commençait. Un cercle, un rire, puis la réduction. Réduire quelqu'un à une étiquette pour mieux l'écraser. Au loin, depuis la tour d'observation, quelqu'un les surveillait. Maya le sentit avant même de tourner les yeux. Le colonel Harrington, sa silhouette fixe derrière la vitre. Il ne descendrait pas. Il savait déjà comment elle gérait ce genre de situation. Il l'avait demandé lui-même, cette affectation, cette classe, cette journée. Les Marines resserrèrent le cercle. Le gravier crissa sous leurs bottes, un son trop régulier, trop organisé pour être innocent. Ils avaient préparé ça. Des jours durant, ils avaient attendu l'occasion de tester la lieutenant Reynolds. Parce qu'ici, les femmes n'étaient pas accueillies. Elles étaient éprouvées. « Alors ?» reprit Beckett en croisant les bras. « Qu'est-ce que tu vas faire quand ça deviendra sérieux ? Tu vas pleurer, princesse ?» Le mot laissa une longue trace acide dans l'air. Maya baissa enfin les yeux vers ses propres mains gantées. Elle effleura le bord du cuir, là où la cicatrice invisible sous le tissu remontait jusqu'au poignet. Elle se souvenait du sable du Helmand, des éclats d'acier, du poids d'un corps qu'elle avait tenu en vie de ses seules mains. Les mêmes mains qu'il traitait de mains de princesse. Elle releva la tête, son regard passa sur chacun d'eux, un par un. Pas de défi, pas de colère, juste cette froideur clinique qu'elle n'avait jamais cherchée, mais qu'il avait façonnée. « Vous voulez des standards ?» dit-elle. « Très bien, on réglera ça à 04h00. Équipement complet. » Le rire se mua en perplexité. Beckett fronça les sourcils. « Quoi, tu veux qu'on se pointe avant l'aube ? C'est ça ton grand test ?» Elle inclina légèrement la tête. « Non. Mon test, c'est de voir combien d'entre vous seront encore debout après. » Elle fit un pas en avant. Le cercle se fissura imperceptiblement. « À demain, Master Sergeant. » Puis elle tourna les talons, traversant la brume comme si elle pénétrait déjà dans une autre zone, un autre monde. Derrière elle, les murmures s'élevèrent, pleins d'incrédulité, de frustration, d'un début de peur qu'ils ne comprenaient pas encore. Car l'aube qu'elle venait d'annoncer serait l'aube où ils découvriraient ce qu'ils n'avaient jamais voulu croire. Le genre n'a jamais été un indicateur de faiblesse, mais l'arrogance, elle, est toujours un signe de défaite à venir. La porte de ses quartiers se referma derrière elle avec ce claquement discret qu'elle reconnaissait trop bien, celui d'un espace où l'on n'attendait rien d'elle, où l'on supposait qu'elle n'était qu'une présence de passage, une femme instructrice dans une unité d'hommes, une anomalie administrative.
Une parenthèse que certains comptaient refermer dès qu'ils en auraient l'occasion. Maya retira lentement ses gants. La cicatrice blanchâtre, lisse, apparut sous la lumière artificielle, la trace fine d'une promesse et d'une perte. Elle passa son pouce dessus, comme pour vérifier qu'elle était toujours là, qu'elle n'avait pas rêvé les années qui l'avaient forgée. Ils ne voyaient que son visage, sa taille, son sexe, ils ignoraient tout du reste. Elle repensa à sa première journée à l'académie. Elle avait 20 ans, le dos droit, le dossier impeccable, et l'impression tenace d'entrer dans un monde où chaque pas féminin laissait une empreinte un peu plus lourde que celle d'un homme. Le sergent instructeur avait lu son nom, avait levé la tête, et avait souri en coin, comme quelqu'un qui vient de trouver un jouet abîmé dans un tiroir. « Reynolds. T'espères quoi, exactement ? T'es perdu, princesse ?» Le mot l'avait poursuivi toute sa jeunesse militaire. Princesse. Gratuit, répétitif, utilisé pour la réduire à quelque chose de fragile, d'ornemental. Elle n'était pas fragile. Elle ne l'avait jamais été. Mais la fragilité, elle l'avait observée chez son père, dans les tremblements nocturnes, dans les respirations coupées par les cauchemars. De lui, elle avait hérité la discipline, mais aussi ce besoin compulsif de comprendre la souffrance des autres pour dompter la sienne. À 12 ans, elle démontait un M4 les yeux bandés. À 15, elle s'entraînait à courir avec un sac trop lourd pour sa morphologie. À 18, elle arrêtait un camarade inconscient en plein exercice de noyade. Elle avait grandi dans ce paradoxe, être trop petite pour certains, trop déterminée pour tous les autres. À l'académie, les regards glissaient sur elle comme sur un objet non identifié. Certains cadets faisaient semblant de ne pas voir ses performances. D'autres les mettaient sur le compte d'un traitement de faveur, ignorant qu'elle travaillait 2 heures de plus chaque matin. Elle ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit. Elle cherchait à survivre à un système qui avait été conçu sans elle. Ce ne fut qu'après son premier déploiement qu'elle comprit ce qui la différenciait des autres. Pas la force brute, pas la vitesse, pas l'endurance, la lucidité. La capacité étrange de rester froide pendant que tout s'effondre autour. Son père appelait ça « l'œil de la tempête ». Les instructeurs appelèrent ça « sang-froid extrême ». Elle ne l'avait jamais appelé que par un nom, « nécessité ». Assise sur le banc métallique de sa chambre, Maya pencha la tête en arrière. Les néons vibraient, comme toujours dans ces constructions temporaires. Elle ferma les yeux, les voix de Beckett et de ses hommes tournaient encore dans son crâne, non pas parce qu'elle l'avait atteinte, mais parce qu'elle lui rappelait chaque étape de son parcours. Chaque fois qu'elle avait dû sourire, se taire ou serrer les dents pour qu'on la laisse avancer. Elle pensa à ce jour où un instructeur lui avait arraché une corde des mains en disant « Tu glisses, t'es pas faite pour ça ». Elle pensa à la marche forcée où 2 camarades avaient parié combien de kilomètres elle tiendrait avant de s'effondrer. Elle les avait laissés parler, puis elle les avait ramassés sur le parcours quand ils s'étaient blessés. L'ironie ne l'avait jamais amusée, mais elle l'avait acceptée comme une conséquence logique de sa trajectoire. Elle pensa à ces femmes qui avaient abandonné avant elle, pas par manque de capacité, mais par excès de pression. Trop d'humiliation à encaisser, trop d'yeux braqués sur elle, trop de sentences avant même l'épreuve. Elle avait vu des filles talentueuses se briser sous la répétition du même discours « Tu n'es pas à ta place ». Elle avait décidé que personne ne la briserait. La brume avait envahi le terrain d'entraînement ce matin-là, et pourtant, elle se rappelait chaque détail comme si la scène avait été éclairée par un projecteur. L'odeur du gravier humide, le bruit sec des bottes, le froissement de la veste de Beckett quand il gonflait le torse. Elle n'avait pas eu peur. Elle avait eu cette sensation familière, presque calme, l'étrange certitude qu'elle avait déjà affronté pire. Ceux qui naissent dans la facilité croient ou disent que la violence physique est la pire épreuve. Ceux qui survivent à la guerre savent que la pire violence est celle qui vous nie. Beckett l'avait nié. Son équipe l'avait nié. Et pourtant, aucun d'eux n'avait vu ses mains dans la poussière du Helmand. Aucun n'avait entendu Walker respirer avec cette lenteur graveleuse, celle d'un homme qui sait que chaque inhalation pourrait être la dernière. Aucun n'avait vu la couleur de son propre sang se mêler au sien. Ils n'avaient rien vu. Ils verrèrent bientôt. Elle rouvrit les yeux. 04h00 approchait.
L'heure où les mensonges se percent, où la force brute cesse d'impressionner, où seul reste le souffle, l'endurance, la volonté de s'exposer. Elle savait que l'épreuve qu'elle avait imposée n'était pas une revanche, ce n'était pas un règlement de compte, c'était une correction, un rééquilibrage. Elle attrapa sa montre, régla l'alarme. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle la passa à son poignet. Pas de fatigue, pas de stress. Un écho. Celui d'une scène vieille de plusieurs années, d'une détonation, d'un éclat d'acier, d'un nom murmuré avec les dernières séquelles formatives d'un homme. Walker. Elle inspira. Demain, Beckett apprendrait la seule leçon qu'il refusait de voir. La puissance ne se mesure jamais dans la manière dont on écrase les autres, mais dans la manière dont on supporte le poids qu'il ne pourrait jamais porter. Elle éteignit la lumière. Le silence se fit. L'aube se préparait. Elle aussi. La semaine qui précéda l'épreuve ressembla à une campagne de harcèlement savamment orchestrée. Rien d'assez visible pour être puni. Rien d'assez net pour être signalé. Juste une succession de petites fractures, chacune calibrée pour tester sa patience, ronger sa légitimité, la pousser à commettre la première erreur. Le premier matin, son matériel radio ne fonctionna pas. Les batteries étaient neuves la veille. Le technicien affirma n'avoir rien remarqué d'anormal. Beckett, lui, offrit un sourire trop large pour être innocent. Peut-être que l'humidité a eu raison de la technologie, ou alors de petites mains qui ne savent pas gérer du vrai équipement. Les 4 Marines derrière lui rirent bêtement. Maya ne répondit pas. Elle vérifia en silence chaque connecteur, chaque câble, chaque fréquence. Le sabotage était subtil, presque propre. Une broche délicatement tordue, assez pour provoquer un parasitage. Un travail de patience, de rancœur. Le lendemain, les Marines arrivèrent en retard à son briefing. Pas tous ensemble. Non, cela aurait été trop grossier. 2 en retard de 2 minutes, un autre de 5. Henderson arriva presque 10 minutes après l'heure, avec un café encore chaud, le visage faussement désolé. Embouteillage, ma'am. Il savait qu'elle ne pouvait pas les sanctionner sans créer une tempête bureaucratique. Il savait qu'elle endurerait, et il voulait la voir craquer. Le 3e jour, durant une démonstration sur les transitions entre tir rapproché et tir à distance, les fréquences radio se mirent à saturer au moment exact où elle devait donner les instructions. Des grésillements soudains envahirent les écouteurs de l'escouade, couvrant sa voix. Beckett fronça les sourcils, jouant parfaitement l'homme surpris. « Ma'am, votre canal a l'air instable. Peut-être que vous ne maîtrisez pas encore notre configuration ?» Elle coupa la radio, descendit du pas de tir et leur montra calmement comment réaligner une antenne correctement. Elle aurait pu s'énerver. Elle aurait pu les humilier en retour. Elle choisit la solution la plus dangereuse pour eux, la pédagogie. Rien ne désarme plus vite que quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Pourtant, elle observait. Elle notait. Les regards de Ramirez, parfois fuyants, parfois honteux. Le sourire nerveux de Kim, toujours trop rapide à approuver Beckett. Henderson, qui jouait au dur mais ne supportait pas longtemps le silence. Parker, silencieux, concentré, mal à l'aise, et au centre, Beckett, persuadé qu'il creusait un gouffre sous ses pieds alors qu'il s'y enfermait lui-même. Ce soir-là, en quittant la salle d'instruction, Maya surprit un éclat de conversation dans le couloir. Henderson parlait trop fort, comme quelqu'un qui cherche à se convaincre lui-même. « Je vous le dis, les femmes au combat, on va devoir baisser les standards. Sinon ça tiendra jamais. » « Les standards ?» ricana Beckett. « Reynolds n'est même pas foutu de diriger une simulation sans paniquer. T'imagines sur un vrai terrain ?» Panique. Le mot rebondit contre les murs, ironique, presque obscène. Maya resta immobile, invisible derrière l'angle du couloir. Elle n'écoutait pas pour se blesser. Elle écoutait pour comprendre où frapper ensuite, ou placer la prochaine pièce sur l'échiquier. Le sabotage final eut lieu lors d'un exercice de prise en charge de blessés. Maya expliquait comment poser un garrot dans une zone de jonction. Elle tenait le tourniquet, montrait l'angle, la pression, le placement. Quand Beckett s'avança brusquement, saisit le matériel et lui arracha presque des mains. Non, comme ça, avec force, pas avec des doigts fragiles. Les ricanements fusèrent, mais atténués cette fois. Même Parker semblait mal à l'aise. Ramirez détourna le regard. Kim sourit, mais trop vite, trop nerveusement. Maya resta immobile. 2 secondes, 3. Elle fixa le Master Sergent avec une neutralité glaciale qui fit hésiter même les plus téméraires. Puis elle dit
Vous avez raison sur un point. La force compte. Demain à 04h00. Équipement complet. » Et elle tourna les talons. Ils rirent encore lorsqu'elle s'éloigna, mais leur rire n'avait plus la même assurance. Quelque chose avait changé. Elle ne venait pas de répondre. Elle venait de décider. Et ils le sentirent sans le comprendre. Cette nuit-là, dans ces quartiers, elle inspecta silencieusement son matériel. Chaque sangle, chaque outil, chaque gilet. Elle n'avait rien laissé au hasard depuis son premier déploiement. Elle connaissait le poids exact de tout ce qu'elle portait, jusque dans la mémoire musculaire de sa main gauche reconstruite. La cicatrice sur sa paume la picota. Elle ferma les yeux. 1 seconde. 2. Le visage de Walker remonta dans son esprit, sa voix brisée par le sang, ses mots courts, chaque syllabe un ordre vital. « Rends-les meilleurs que nous. » Elle rouvrit les yeux. Le sabotage n'était pas une attaque contre elle, c'était une attaque contre ce qu'elle symbolisait. Demain, elle ne prouverait rien pour elle-même. Demain, elle corrigerait une erreur d'époque. Elle régla son réveil sur 0h30. Puis elle se glissa dans son lit, gardant les mains croisées sur son ventre, comme un soldat prêt à s'extraire de l'obscurité au premier signal. Dans quelques heures, Beckett découvrirait une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Ce n'est pas la force qui écrase le mépris, c'est la compétence. La chambre était silencieuse, trop silencieuse pour une base militaire. Maya resta assise sur le bord de son lit, les coudes appuyés sur ses genoux, la tête légèrement penchée comme quelqu'un qui écoute un bruit que personne d'autre n'entend. Il n'y avait pourtant que le souffle des ventilations, le bourdonnement d'un néon et les battements réguliers de son propre cœur. Mais sous ce calme artificiel, une mémoire plus ancienne grouillait déjà, prête à remonter. Elle ouvrit son casier et sortit le dossier qu'elle gardait toujours au fond, rangé derrière des vêtements roulés pour le masquer. Le véritable dossier, celui qu'elle ne montrait à personne, celui où son nom apparaissait seulement dans les marges, souvent barrées, remplacé par un indicatif d'opération ou une date qui n'existait dans aucun registre public. Surgeon. On ne lui avait jamais demandé si elle voulait ce nom. On le lui avait attribué après Helmand, après cette nuit où le monde entier avait semblé rétrécir jusqu'à la taille d'un véhicule en feu et d'un homme qui saignait trop vite pour qu'on espère vraiment le sauver. Elle passa son doigt sur la première page. La photo était floue, prise dans un contexte où même la lumière semblait clandestine. Walker se tenait derrière elle, souriant. Elle, non. Elle n'avait pas souri ce jour-là. Elle ne souriait presque jamais en opération. Elle souriait après, quand la poussière retombait, quand un souffle revenait, quand un homme qui avait failli mourir clignait des yeux pour la première fois. Mais pas ce jour-là. Elle inspira profondément. Alors l'embuscade revint en détails précis, comme si quelqu'un rallumait un projecteur derrière son crâne. Province du Helmand. Nuit sèche, sans lune, juste cette odeur métallique de vent qui annonce quelque chose de mauvais. Il roulait dans 2 véhicules camouflés en transport local. Moteur bas, radio réduite au strict minimum. Walker conduisait le véhicule de tête, elle était à l'arrière du second, l'arme contre la poitrine, une pensée répétitive dans la tête, quelque chose cloche. C'était toujours comme ça, l'intuition arrivait avant le tir. À 02h47, le sol se souleva sous eux, pas une explosion, une percussion, un arrachement. Le premier véhicule se renversa sur le flanc comme une bête agonisante. Les vitres éclatèrent en pluie de verre. Maya sentit la chaleur avant même d'entendre le bruit. Elle ouvrit les yeux dans un nuage de poussière épaisse, le cœur déjà passé en mode combat. On ne lui avait pas appris la peur. On lui avait appris quoi faire après. Elle sentit la main d'un opérateur sur son épaule. Henderson, pas le Henderson de maintenant, un autre, un ancien, celui-là mort depuis. Elle se libéra d'un geste, pointa son arme, avança dans la zone de mort comme si elle y marchait depuis des années. Elle n'oublierait jamais le son des tirs qui rebondissaient contre la carcasse du premier véhicule, ni l'odeur âcre du carburant chauffé par les flammes, ni cette sensation atroce d'air trop chaud qui pique la gorge. Mais ce dont elle se souvenait le plus, c'était la silhouette de Walker, coincée sous le tableau de bord, les yeux ouverts, lucide, trop lucide. Maya, laisse-moi, sauve les autres. Elle n'avait jamais obéi à cet ordre. Elle s'était jetée sur lui lorsque la deuxième roquette frappa. L'éclat métallique qui avait ouvert sa propre paume avait jailli d'un morceau de portière, un tranchant plus propre qu'une lame. Elle avait maintenu la pression sur la plaie de Walker. 17 minutes. 17 minutes où chaque seconde avait été un pari impossible. Elle lui parlait, elle lui mentait.
Elle lui promettait des choses qu'elle savait irréalisables. Quand l'équipe d'évacuation arriva, ils la trouvèrent penchée sur lui, le sang coulant le long de sa main, son visage couvert de suie. Walker vivait encore. Il vécut jusqu'à l'hélicoptère. Juste assez longtemps pour lui confier ce qui allait devenir son fardeau, son guide, sa malédiction et sa force. Rends-les meilleurs que nous. Ses doigts tremblèrent lorsqu'elle revit la scène. Pas de douleur. La moitié de sa paume ne ressentait plus rien depuis des années. C'était la mémoire qui tremblait, pas le nerf. Elle posa le dossier sur ses genoux et ferma les yeux. Une autre image s'imposa. Les hôpitaux militaires, les couloirs trop blancs, les odeurs antiseptiques, les médecins qui murmuraient quand ils croyaient qu'elle dormait. C'est incroyable qu'elle ait encore sa main. Puis les mois, 40 mois de rééducation, de gestes minuscules pour réapprendre à saisir, à tenir, à tirer. Beaucoup auraient abandonné, pas elle. Elle avait transformé chaque limitation en méthode, chaque douleur en précision. Quand elle revint sur le terrain, certains officiers la regardaient comme une survivante, d'autres comme une anomalie, une femme, cassée, réparée. Trop dangereuse pour avouer qu'elle existait, c'est pour ça qu'elle avait dû recommencer la Hell Week, 2 fois, une première dans la Team 6, une seconde sous couverture en observatrice étrangère. Pas pour prouver quoi que ce soit, pour qu'on n'ait jamais l'occasion de lui dire « Tu n'es là que parce qu'on t'a aidé ». Personne ne l'avait aidé. Un bip bref coupa le silence. Message entrant. Harrington. Commission d'examen confirmée. Plainte officielle déposée par Beckett. Elle resta immobile plusieurs secondes. Une plainte. Contre elle. Pour des standards. Pour de la discipline. Pour rappeler que l'armée appartient à une certaine catégorie de gens. Une catégorie dont elle ne faisait pas partie. Elle sourit. Pas un sourire joyeux. Un sourire coupant, presque triste. Walker aurait ri. Son père aurait dit « Alors, fais ce que tu sais faire ». Elle referma le dossier, le rangea lentement. Elle attacha ses cheveux, ajusta ses manches, vérifia l'état de sa main reconstruite. Demain, elle ne se défendrait pas. Demain, elle démontrerait. Et ceux qui doutaient encore apprendraient une vérité simple, vieille comme la guerre elle-même. Les survivants ne cherchent pas la validation, ils cherchent la correction. 04h00 approchait. Elle se leva. Elle était prête. À 03h58, la base était encore plongée dans une obscurité compacte, ce noir presque liquide qui précède l'aube. L'air sentait le sel, le métal froid et la tension. Maya traversa le terrain sans bruit, silhouette précise, calme, déjà en avance sur ce qui allait suivre. Beckett et son équipe l'attendaient au bord de la piscine militaire, casque posé, gilet serré, l'assurance encore accrochée à leur visage mal réveillé. « Équipement complet », répéta Maya en s'arrêtant devant eux. Pas d'exception. Les regards glissèrent sur les plaques, les armes inertes, les 27 kilos qui transformaient chaque mouvement en lutte. Kim avait les pommettes pâles. Ramirez jurait silencieusement contre le froid. Beckett, lui, affichait un sourire suffisant. « Alors, ma'am, c'est ça. Votre démonstration ? Un petit bain matinal ?» Elle ne répondit pas. Elle bascula dans l'eau en premier. Le choc fut brutal, mais voulu. Elle se laissa couler 2 secondes avant de remonter à la surface, respirant lentement, contrôlant la pression du gilet contre sa poitrine. Puis, elle donna le signal. Water survival. 10 minutes, restez à flot. Pendant ce temps, mémorisation tactique. Écoutez. Elle commença à réciter une série de coordonnées, de fréquences, de codes radio, de distances de tir. Sa voix était claire, stable, presque déconnectée de l'effort physique. Les Marines tentaient de l'imiter, chacun battant l'eau avec une panique mal camouflée sous l'équipement trempé. Beckett tint bon les 2 premières minutes. À la 3e, ses mouvements perdirent de leur rythme. Maya, elle, restait parfaitement droite, utilisant la flottabilité comme si elle était née avec ce poids sur le dos. Reynolds, c'est ridicule, souffla Parker, haletant. Le stress ne commence jamais quand on s'y attend, répondit-elle sans le regarder. Continuez. À la 10e minute, elle annonça calmement. Sous l'eau. Les Seastead Deer disparurent, presque simultanément. Le silence revint, épais, étouffant. Sous la surface, les silhouettes se débattaient. Elle démonta son arme avec une fluidité presque inhumaine, geste après geste, comme si ses mains balafrées étaient guidées par une mémoire indépendante de son corps. Lorsqu'elle remonta, les soubresauts désordonnés des Marines trahissaient déjà l'épuisement.
Elle sortit de l'eau d'un mouvement maîtrisé, l'équipement dégoulinant. Eux mirent de longues secondes à la rejoindre. Ramirez s'effondra sur le béton, les mains tremblantes. « Phase suivante » annonça Maya. Ils n'eurent pas le temps de reprendre leur souffle. La navigation commença dans la partie nord de la base, entre hangars et zones techniques. Une brume froide persistait encore, rendant toute visibilité floue. Elle leur remit une boussole, rien d'autre. Les coordonnées furent dictées une seule fois. Beckett fronça les sourcils. Pas de carte, pas de GPS, seulement vos pas. Sur un vrai terrain, la technologie est un luxe, pas un droit. Ils se dispersèrent dans l'obscurité. Très vite, les maladresses apparurent. Parker comptait trop vite. Henderson recalait la boussole d'un geste qui trahissait son manque d'habitude. Kim tournait la tête au moindre bruit. Beckett tentait de garder le contrôle, mais son souffle devenait court. Au premier point, ils tombèrent sur un mannequin blessé, une simulation de perforation artérielle. « Protocole TCC. Chrono lancé », dit Maya. Elle observait, silencieuse. Ils posèrent en mal le garrot. Trop haut, trop lâche, trop lent. Elle nota. Certains grognaient, essuyèrent leur front, tentèrent de donner l'illusion de maîtrise. Elle arriva ensuite. En 20 secondes, le tourniquet était parfaitement placé, le point de compression identifié, le saignement contrôlé. « Vous perdez 3 litres par minute si vous traînez comme ça », commenta-t-elle simplement. Le deuxième point révéla un pneumothorax sous tension simulée. Henderson hésita trop. Kim confondit les repères anatomiques. Seul Parker tenta quelque chose de correct, mais sa dextérité manquait de précision. Maya arriva derrière eux, s'agenouilla, sortit l'aiguille, perça à l'exacte profondeur. Le patient respire. Vous, non. Continuez. La fatigue devint palpable à la 3e phase. Tir sous stress. La zone était éclairée par des projecteurs blafards. Des cibles mobiles avançaient, reculaient, pivotaient. Maya installa Kim, les yeux bandés. Vous guiderez votre tireur à la voie. Précision, direction, rythme. Pas de contact physique. Discipline absolue. Beckett essaya le premier, avec Parker comme tireur aveugle. Sa voix était brutale, trop rapide, trop sûre d'elle. 3 tirs ratés, un 4e à peine correct. La frustration monta. Maya prit la place. Son ton devint un fil d'acier. 2 heures, 3 mètres, respire, tire. Kim toucha la première cible, puis la 2e, puis la 5e. Sa respiration s'accéléra, mais pas de panique, juste une compréhension soudaine. Elle savait exactement où le guider, comme si elle voyait à travers lui. Quand il retira le bandeau, ses yeux se posèrent sur elle autrement. Pas avec admiration, pas encore, avec trouble, comme quelqu'un qui réalise que sa présomption vient de recevoir une correction chirurgicale. À la fin de la matinée, les Marines n'avaient plus la même démarche. Ils marchaient moins droit, moins sûr. La brume avait disparu, laissant place à une lumière blanche qui dévoilait chaque goutte de sueur, chaque hésitation. Beckett tentait toujours de paraître solide, mais ses épaules s'alourdissaient. Son ego aussi. Maya, elle, n'était pas fatiguée. Elle avait connu pire. Beaucoup pire. Et elle savait que la journée ne faisait que commencer, car ce qu'ils avaient vu jusqu'ici n'était pas une démonstration de force, c'était un préambule. Le soleil s'était levé en une lame pâle, découpant la base en blocs de lumière sèche et d'ombre. Les Marines avançaient à présent comme des hommes qui avaient trop vécu en trop peu de temps. Leurs bottes traçaient sur le béton des lignes irrégulières, des lignes de fatigue. Maya, elle, marchait avec la même cadence qu'à 0,4 heures quoi 0. Chaque pas calculé, chaque respiration contrôlée. Sa voix, lorsqu'elle donna les instructions pour la phase suivante, ne trembla pas. Tir sous stress. Vous connaissez l'exercice. Cette fois, on ajoute la communication sous contrainte. Beckett serra la mâchoire, déterminé à reprendre l'ascendant. Le tir était son terrain, le bruit, son langage. L'arme, son prolongement. Il pensait encore qu'il lui montrerait ce qu'est un vrai opérateur. Les cibles apparurent d'abord immobiles, puis en mouvement, projetant des ombres courtes sur les murs. Le vent marin soulevait de fines traînées de poussière. Maya plaça le matériel, vérifia les rails, contrôla les distances. Tout était millimétré. Caporal Kim approchait. Kim, surpris, hésita une fraction de seconde. La veille encore, il n'aurait jamais cru entendre son nom sortir de sa bouche avec autant de neutralité. Il se plaça devant elle, tendu comme un fil. « Vous serez tireur », les yeux bandés.
Je guiderai. Un frisson parcourut le groupe. Kim tenta une blague nerveuse. Les yeux bandés, sérieusement. Sur le terrain, la visibilité n'est pas garantie, répondit-elle simplement. Bandeau. Ses doigts tremblaient un peu lorsqu'il attacha le tissu noir. La respiration de Kim s'accélérait déjà, trahissant la peur de se ridiculiser. Beckett sourit, amère, persuadée qu'elle allait se heurter à l'incompétence du jeune caporal. Position initiale. Chargé. Le claquement du verrou résonna. Maya se plaça derrière Kim, sans le toucher. Écoute ma voix, rien d'autre. Cible à 2 heures. Distance 3 mètres. Correction à gauche. Inspire. Tire. Le tir parti, sec, net, impact parfait. Un silence stupéfait s'abattit. Même le vent sembla hésiter. Deuxième cible. Mouvement latéral droite-gauche. Suis mon rythme. 3 pas. Stop. Tire. Impact. Beckett se raidit. Kim, encore sous bandeau, vacillait sur ses appuis, bouleversé par sa propre réussite. Maya enchaînait, imperturbable, transformant chaque ordre en directive chirurgicale. La série se termina sur un ratio que même des tireurs confirmés auraient envié. 9 impacts sur 10. Kim retira le bandeau, les yeux agrandis par ce qu'il venait de comprendre. Pas sur lui-même, mais sur elle. Comment vous avez fait ça ? J'ai écouté, répondit-elle, comme tu l'as fait. Le contraste fut violent avec la performance suivante. Beckett se plaça à son tour. Il choisit Parker comme tireur, le plus calme d'entre eux. Il voulait prouver qu'il maîtrisait la voix, l'autorité, la pression. « Allez, on y va », dit-il d'un ton brusque. « Cible frontale. Avance. Tire. » Le premier tir manqua. « Continue. Plus vite. À gauche. Tire. » Deuxième tir manqué. Maya observait, les bras croisés. Pas un mot. Pas un sourire. Troisième tir. Impact marginal, à peine acceptable. La respiration de Beckett s'accéléra. Il transpirait. La colère montait comme une fièvre. À la 4e erreur, il perdit patience, saisit physiquement les épaules de Parker pour ajuster son axe, brisant la règle fondamentale de l'exercice. « Stop !» dit Maya. La voix était calme. Trop calme. Beckett se figea. Il savait qu'il venait de commettre une faute évidente, mais derrière la faute, il y avait surtout la vérité. Il n'avait pas le contrôle, pas sur l'exercice, pas sur son équipe, pas sur lui-même. L'exercice suivant introduisit une pression psychologique inattendue. Harrington avait ajouté une variable. À mi-parcours, un signal d'alarme retentit. « Urgence médicale simulée », annonça la voix du centre d'opération. Ils se tournèrent immédiatement vers Ramirez. L'homme tremblait, son visage était rouge, humide, le soleil frappait fort à présent. Trop fort. « Coup de chaleur », dit Maya en s'agenouillant. « Déshydratation sévère. » Le protocole aurait voulu que l'exercice s'arrête. Beckett hésita. Trop longtemps. Alors Maya prit le contrôle. Henderson, sécurité. Parker, transmission. Kim, aide médicale. Ils obéirent sans même réfléchir. Beckett resta immobile, la radio dans la main, inutile pour la première fois. Elle entreprit le traitement réel, gestes précis, posés, rapides, mesure de température, ouverture des vêtements, perfusion improvisée, refroidissement progressif. Elle surveillait les constantes tout en lançant des ordres clairs, méthodiques. Ramirez retrouvait déjà une respiration plus régulière. Et Beckett, relégué au rôle de figurant, observait la scène avec une rage qui n'arrivait plus à masquer la vérité. Elle était meilleure. Pas un peu. Pas marginalement. De manière écrasante, lorsque Ramirez fut stabilisé, les hommes se redressèrent, essuyèrent la sueur, le sable, l'humiliation. Cette humiliation n'était pas dirigée contre eux. Elle était dirigée contre leur certitude. Kim baissa les yeux. Parker hocha lentement la tête, comme un homme qui accepte une évidence qu'il refusait jusque-là. Henderson prit une grande inspiration, nerveux, mais le plus frappé fut Beckett. Son regard, pour la première fois, se brouilla. Il ne comprenait plus ce qui se passait. Il croyait livrer un duel de force. Maya lui livrait une démonstration de métier. Lorsque la phase prit fin, elle prononça simplement « La suite dans 30 minutes. Hydratez-vous. Et réfléchissez à ce que vous avez vu, pas à ce que vous avez cru voir. » Puis elle s'éloigna, laissant derrière elle un silence dense, celui qui s'installe quand l'arrogance vient de recevoir un diagnostic. Un diagnostic sans appel. La chaleur de l'après-midi donnait à la base une vibration presque irréelle, comme si l'air lui-même hésitait à se déplacer. Maya avançait d'un pas régulier, suivie par 5 silhouettes fatiguées, trempées, encore secouées par ce qu'elles venèrent de vivre.
Après des heures d'épreuves, de correction et de confrontation, il ne restait plus qu'un dernier bloc, la gestion d'une crise complète. Le test où l'on voit qui commande réellement. Le hangar d'entraînement se dressait devant eux, rideaux de métal ternis et couloirs aménagés. À l'intérieur, un scénario multi-menaces les attendait. Blessés instables, couloirs hostiles, extraction sous pression. Celui qui dirige ici n'est pas le plus fort, c'est celui qui sait. Beckett s'éclaircit la gorge. Très bien. Procédure alpha. Je prends la... Non, dit Maya. Un seul mot. Pas plus fort qu'un souffle. Pourtant, il arrêta net les 5 hommes. Même l'air sembla s'immobiliser. Vous n'avez plus la lucidité nécessaire, continua-t-elle. Ramirez reste fragile. Kim manque d'équilibre. Henderson compense trop. Parker hésite. Et vous surchargez tout. Le visage de Beckett se crispa, mais il ne parla pas. Elle poursuivit. Je prends la direction. Vous suivez. Sinon, l'exercice échouera. Elle n'avait pas donné un ordre. Elle avait énoncé un fait. Après une longue seconde, Beckett hocha la tête. Un mouvement minimal, lourd, mais réel. Le signal retentit. Une alarme grave, vibrante. Ils pénétrèrent dans la première zone du hangar. Une fumée artificielle, dense, brouillait les lignes de vue. Des silhouettes de mannequins, des câbles, des pièges. Et, au milieu, un blessé simulé, hémorragie fémorale. Maya s'agenouilla sans hésiter. TCC. Instable. Garrot. Kim tomba à genoux à côté d'elle, respirant vite. Ses mains tremblaient d'abord, puis se stabilisèrent sous ses corrections. Pas là. Plus bas. Pression. Continue. Voilà. Elle n'avait pas eu besoin de hausser la voix. Kim ne la quittait pas des yeux, concentrée comme jamais. À quelques pas, Beckett observait, muet. Il aurait voulu intervenir, mais il savait qu'elle avait raison. Elle maîtrisait tout. Le blessé fut stabilisé, ils purent avancer. Le deuxième couloir déclencha des cibles hostiles surgissant de la fumée. Le bruit claquait contre les murs. Parker couvrait l'arrière. Henderson serrait son arme trop fort. Maya guida sans ralentir. Angle droit. Avance, stop, cible haute, cible basse, respirez. Chaque tir de Maya touchait. Beckett, en revanche, rata plusieurs impacts avant qu'elle ne murmure à son oreille « Tu pousses trop, centre tes hanches, abaisse l'épaule ». Il se raidit. Ce n'était pas un conseil, c'était une correction. Pourtant il obéit. Le tir suivant fut meilleur. Il ne comprenait pas comment elle voyait cela. Elle avait simplement tout vu depuis le début. Ils atteignirent la salle d'assaut finale, 3 pièces en enfilade, éclairage vacillant. Un labyrinthe de cibles, de silhouettes d'otages, d'angles mortels. La voix du centre d'opération tomba des haut-parleurs. « Bravo Tim, scénario actif, engagé !» Maya leva la main. Formation en triangle. J'entre. Beckett deuxième, Kim troisième, Parker couverture, Anderson soutien, Ramirez extraction. Compris ? Dirent-ils à l'unisson. La première pièce fut neutralisée proprement. La seconde encore, plus vite. Ils avancèrent comme un seul organisme. Maya corrigeait les angles, anticipait les trajectoires, identifiait les zones dangereuses avant même qu'elles ne se dévoilent. Dans la troisième pièce, 2 cibles surgirent simultanément. Beckett tira trop tôt. « Arrête !» dit-elle, un ton à peine audible. Elle fit 2 pas et tira 3 fois. 3 impacts nets, 3 cibles au sol. Le silence derrière elle n'était plus un silence de provocation. C'était un silence de reconnaissance. Ils atteignirent les mannequins otages. Extraction réussie, le signal de fin retentit. Scénario accompli, en équipe. Sous sa direction. À la sortie du hangar, la lumière extérieure les frappa comme un mur. Les hommes retirèrent à leur casque. Ils transpiraient, respiraient fort, mais quelque chose avait changé. Une ligne nouvelle s'était tracée. Kim semblait encore sous le choc de ses propres performances. Henderson, silencieux, observait Maya comme quelqu'un qui découvre un langage qu'il ne comprenait pas jusqu'ici. Parker hochait la tête, lentement, comme s'il intégrait une équation. Ramirez se tenait plus droit, honte allégée. Puis il y avait Beckett. Il la fixait comme on fixe un mur qu'on pensait pouvoir traverser. Son regard n'était plus hostile, ni supérieur, ni même défensif. Il était perdu, pas écrasé, pas humilié, juste éloigné de sa propre certitude. Il comprenait enfin qu'il n'avait jamais vraiment vu cette femme, parce qu'il n'avait jamais essayé. Elle, en revanche, avait vu tout ce qu'il était, ses forces, ses failles, ses angles morts. Et c'est cela qui l'avait déstabilisé plus que tout. Ils restèrent quelques secondes dans le silence. Un silence qui n'appartenait plus à la domination,
ni à la défiance. C'était le silence d'un groupe en train de se transformer, celui qu'on entend juste avant que le respect commence. Les Marines se figèrent. Beckett redressa légèrement la tête. Kim avala difficilement sa salive. Même Maya sentit la tension changer de nature, moins technique, plus attentive. Comme si quelque chose, quelque part, venait d'être déverrouillé. Les lumières du hangar s'éteignirent d'un coup. Un claquement sec, un souffle d'obscurité totale. Puis une lueur rouge s'alluma au plafond, pulsant à intervalles réguliers. Un bruit statique traversa les radios. Actual, recasting confirmation. La voix était déformée, brouillée, mais Maya la reconnut avant même que les autres n'aient le temps de se tourner vers elle. Le sang de Beckett se glaça. « C'est une plaisanterie ?» murmura-t-il. La radio cracha de nouveau. « Blackwater Actual pour opératrice surgeon, confirmée présence. » Silence. Puis 5 têtes se tournèrent vers elle, pas avec suspicion, pas avec hostilité, avec une incompréhension profonde, presque effrayée. « Surgeon ?» répéta Kim, la voix étranglée. « C'est quoi ce code ?» demanda Parker. « Qui sont ?» commença Henderson. Beckett, lui, ne dit rien. Il la fixait comme s'il voyait pour la première fois la personne qui se tenait devant lui, non pas la femme qu'il avait cherché à rabaisser, mais l'opératrice dont le nom figurait dans des dossiers qu'il n'aurait jamais l'autorisation d'ouvrir. Maya resta immobile. La lumière rouge dessinait des contours mouvants sur son visage. Elle ne sembla pas surprise, seulement lasse. Elle porta sa radio à sa bouche. « Blackwater Actual, ici surgeon, présente, situation sous contrôle. » Reçu. Maintenez position, rapport en fin de simulation. Puis la fréquence coupa. Le silence devint presque physique. On aurait dit qu'il poussait les murs. « C'est quoi ? Ce bordel ?» articula enfin Beckett, d'une voix qui trahissait une fissure dans sa carapace. Maya le regarda droit, calmement. « Ce n'est pas du bordel, c'est mon dossier. »« Votre... quoi ?» Elle inspira doucement, comme on prend la décision d'ouvrir une porte intérieure restée fermée trop longtemps. « Je n'ai pas seulement servi comme instructrice, ni même comme opératrice standard. J'ai travaillé dans des unités qui n'existent pas officiellement. Le nom surgeon n'est utilisé que dans un cadre précis. » Kim recula d'un pas. « Sur quel type d'unité ?» Elle ne répondit pas directement. Elle dit autre chose, et cette simplicité fit frissonner l'air. « J'ai été envoyé là où on ne pouvait envoyer personne d'autre. » Parker baissa les yeux. Henderson cessa de respirer pendant 1 seconde. Ramirez, encore affaibli, s'appuya contre un mur sans la quitter du regard. Beckett, livide, murmura « Pourquoi personne ne l'a dit ?» Elle répondit « Parce que ce n'est pas censé être dit. » La lumière rouge clignota une dernière fois, puis se stabilisa en blanc. Au centre de la pièce, un écran descendit du plafond, projetant les statistiques de la journée. Temps, tir, coordination, intervention médicale, efficacité globale. Et tout en haut, un nom s'afficha, non pas le nom de Beckett, qui en temps normal aurait dû mener l'équipe, mais celui de Maya. Reynolds, évaluation exceptionnelle. Team Bravo, niveau. Rattrapé. Les Marines restèrent pétrifiés. Ils savaient ce que cela signifiait. Elle ne les avait pas seulement corrigés. Elle les avait sauvés de l'échec. Harrington descendit de la passerelle, pas après pas. Son uniforme semblait absorber la lumière. Lorsqu'il arriva près du groupe, il dit simplement « Lieutenant Reynolds n'a pas été affecté ici pour enseigner des gestes. Elle a été envoyée pour évaluer la capacité de cette unité à accepter une direction compétente, peu importe d'où elle vient. » Beckett voulut parler. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Harrington posa son regard sur lui. « Master Sergeant, vous avez mené cette évaluation en partant d'un a priori. » Reynolds, elle, est partie d'une analyse. Puis il ajouta, sans dureté mais sans détour, « Vous vouliez prouver qu'elle n'avait pas sa place. Elle a prouvé que la place n'appartient à personne. Elle se mérite. » Beckett recula d'un pas. Cette fois, le mouvement n'avait rien de symbolique. Il était brut, instinctif. Il venait de comprendre que tout ce qu'il avait construit autour de sa propre légitimité venait de s'effondrer en silence, sans même que Maya l'humilie. Elle n'avait rien eu besoin de dire. Elle avait juste fait son travail. Il leva les yeux vers elle. Et pour la première fois, il posa une vraie question. « Qui ? Êtes-vous vraiment ?» Elle répondit sans détour, une opératrice, une survivante, une instructrice, une femme.
Et surtout, souffla-t-il, elle le fixa, la fatigue était là, mais douce, presque digne. Quelqu'un qui a arrêté de se battre pour être accepté, et qui a commencé à se battre pour que vous deveniez meilleur. Un silence lourd, profond, presque respectueux tomba entre eux. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, le regard de Beckett changea. Pas en admiration, pas en soumission, mais en compréhension, la plus rare des formes de reconnaissance humaine, la seule qui compte. 3 semaines avaient d'y passer depuis l'évaluation. 3 semaines où la base semblait respirer autrement, un peu plus lentement, un peu plus profondément, comme si un poids invisible avait été déplacé. Les visages n'étaient plus les mêmes non plus. Pas ceux des hommes qu'elle avait menés, pas celui du commandement, pas même le sien. Maya avançait le long du quai, observant l'océan qui avalait la lumière en vagues épaisses. L'air sentait le sel, la corde humide et la peinture fraîche. Au loin, un groupe de recrues courait en cadence, leurs voix se mêlant à la rumeur du vent. Elle n'était pas censée être là aujourd'hui. Harrington lui avait suggéré de prendre un jour de repos. Elle était venue quand même. L'océan l'avait appelée. Elle n'entendit pas les pas derrière elle avant qu'une voix ne prononce presque timidement « Lieutenant !» Elle se retourna. Beckett. Il portait une tenue propre, impeccable, mais ses épaules racontaient autre chose. Un homme qui venait avec un poids. Un homme qui avait été obligé de tout réévaluer, ses certitudes, sa place, sa fierté. « Master Sergeant ?» répondit-elle. Il secoua la tête. « Non, juste Beckett, aujourd'hui. » Il s'approcha, sans oser tout à fait la regarder dans les yeux. Le vent rabattait quelques mèches de cheveux sur son front, lui donnant un air plus jeune, plus vulnérable. Je voulais vous rendre quelque chose. Il sortit une pièce de défi de sa poche. Pas l'une de celles distribuées pour les performances ordinaires. Celle-ci était plus lourde, frappée d'un emblème qu'elle reconnut instantanément. Une unité d'intervention dissoute depuis des années dont elle n'avait jamais parlé. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-elle un peu trop vite. « Walker ?» répondit Beckett. Son cœur se contracta, brutalement, comme si quelqu'un en avait serré les bords. Il poursuivit. « Quand j'étais jeune opérateur, il m'a aidé à passer un test. Rien de spectaculaire. Mais pour moi, c'était un mur. Il m'a dit que si un jour je croisais quelqu'un qui portait la même façon de voir le terrain que lui, la même manière de tenir un homme en vie, quelqu'un avec sa clarté, je devais lui donner cette pièce. » Un silence se glissa entre eux, un silence dense où chaque mot aurait pu être une déchirure. « Il vous parlait, » conclut Beckett, « de vous. Je ne l'ai pas compris avant, j'ai pas voulu comprendre, je crois. » Il lui tendit la pièce, Maya la prit. Le métal était froid, mais la sensation, elle, brûlait. « Je ne suis pas Walker, dit-elle, je sais. Mais vous portez ce qu'il a laissé, et vous avez fait ce que même lui aurait jamais osé. Vous nous avez forcés à devenir meilleurs. » Il marqua une pause, cherchant ses mots comme on cherche une arme tombée au sol. « J'ai été injuste, arrogant et aveugle. Vous aviez raison depuis le début. Je pensais savoir ce que c'était qu'être fort. J'avais tort. » Elle l'observa. Ce n'était pas une confession, c'était une compréhension finale. « Vous avez appris, dit-elle simplement. »« Parce que vous nous avez laissé apprendre, » répondit-il. Pour un homme comme lui, ces mots avaient le poids d'une médaille. Les autres membres de l'équipe arrivèrent peu après. Henderson leva la main en guise de salut maladroit. Kim lui adressa un sourire timide, presque enfantin. Parker hocha la tête comme un homme qui accepte enfin une vérité qui était là depuis toujours. Même Ramirez, encore un peu pâle, se redressa avec un respect silencieux. « Lieutenant Reynolds, » dit Parker, au nom du groupe, « merci. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pour ne pas nous avoir abandonnés au moment où on le méritait le plus. » Elle baissa légèrement les yeux. Elle aurait aimé répondre une phrase brillante, quelque chose de précis, d'intense, de définitif, mais elle n'était pas faite pour les grands discours. « Walker m'a appris que l'on transmet plus qu'on ne commande, » murmura-t-elle. « Et vous avez transmis, » dit Kim. « À nous tous. » Harrington les rejoignit enfin, main dans le dos, le regard calme. « Reynolds, le commandement a statué. Votre évaluation est validée. Votre dossier est conservé dans sa classification actuelle. Et... » Il marqua un temps, laissant l'air se charger d'un léger suspense. « Vous êtes assigné au programme d'entraînement avancé des opérateurs.
pas comme observatrice, comme instructrice principale. Elle sentit quelque chose bouger en elle, pas de la fierté, une direction. « Je croyais que mon rôle ici était temporaire, dit-elle. Il devait l'être, répondit Harrington. Puis vous avez changé la donne. Il ajouta, un sourire très discret. Les futurs recrues auront besoin de quelqu'un qui sait ce qu'est une vraie épreuve, pas seulement un vrai combat. Le groupe se dispersa peu à peu, chacun retournant à ses obligations, mais en marchant différemment, plus droit, plus conscient. Maya resta seule face à l'océan. Elle ouvrit la main. La pièce de Walker brillait dans sa paume, frappée d'ombre autour et de lumière. Le vent fit vibrer doucement son tatouage sous la manche, un trait, un souvenir, pas une cicatrice, une trace de direction. Elle ferma la main sur la pièce. Elle n'appartenait plus à l'ombre. Elle n'appartenait plus aux unités sans nom. Elle n'appartenait plus aux luttes invisibles pour exister. Elle appartenait maintenant à ceux qu'elle formait et à ceux qui viendraient après. Le bruit des vagues monta. L'aube aussi. Une nouvelle génération approchait, et elle serait prête à les accueillir, toujours debout, toujours lucide, toujours là où personne ne l'attend, et où tout le monde finit par comprendre pourquoi.